Donc la première partie de la présentation là, c'est de vous expliquer donc comment on est arrivé au DDRS. Mais donc je vais pouvoir aller assez vite parce que vous êtes un public déjà pas mal sensibilisé. Donc bon, je vais pas revenir sur comment dire, sur la définition du développement durable que vous connaissez plus ou moins tous. On l'a tous vu en cinquième, voilà, répondre aux besoins des générations futures, etc. Euh, et en fait, une fois que ce cadre avait été établi au niveau international, il s'est décliné ensuite au niveau national. Donc ça peut prendre la forme des agendas 2030 par exemple. Et au niveau des entreprises, on l'a associé à leur démarche RSE. La RSE était bien avant, enfin, était bien avant la formalisation du développement durable. Donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et pas sociale et environnementale comme on entend parfois, c'est l'idée de se dire, bah, en tant qu'entreprise, j'ai forcément un impact sur le territoire, sur les gens autour de moi, sur la société. Donc comment je peux être responsable? Et donc c'est tout à fait cohérent qu'une fois qu'on avait édicté le développement durable, bah, on rattache ça dans le package RSE pour les entreprises. Et donc la RSO, c'est la même chose, mais pour les organisations, donc les associations par exemple, on parle de RSO et pas de RSE. On peut passer à la suite. Bon, ouais, je vous ai montré ça ce matin pour les mettre bien en gros. Les 17 objectifs de développement durable qui, eux, ont plutôt été formalisés en 2015 pour aller encore plus vite dans l'action, piloter l'action avec des objectifs. Donc j'ai pu mentionner ça un peu ce matin. On peut passer à la suite. Bon, ça, je vous l'ai montré aussi ce matin. J'ai pris une autre citation de la même autrice. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'en fait, les questions de transition écologique et sociétale, elle dépasse le cadre de développement durable. C'est-à-dire que le développement durable, c'est un outil parmi d'autres pour essayer de parler du sujet, mais il y a plein d'autres manières de le formaliser. Mais la base, c'est ce que j'ai essayé de transmettre ce matin, c'est comment on répond à nos besoins tout en restant dans un espace sûr au niveau de la planète. Donc je ne redétaille pas. Et on peut avancer. Là, j'ai voulu mettre ce qui est normalisé donc, au niveau de la RSE. C'est dans les normes ISO, je ne sais plus combien là. Euh, Donc en fait, souvent le RSE, les gens ont tendance à le réduire à l'environnement ou même au climat, mais ça touche beaucoup plus, vu qu'on parle vraiment d'organisation, ça parlait aussi de sa gouvernance. Est-ce que tout le monde peut donner son avis à la hauteur de ses contributions? Comment on communique, comment on gère voilà, l'humain autour de nous, avec toutes ces parties prenantes, en interne, donc avec tous les collaborateurs, mais aussi en externe, avec toutes les personnes dont on dépend et qui dépendent de nous. Donc c'est juste pour rappeler quelques axes. Et donc quand on s'intéresse aux associations, on essaie de, dans la manière dont on conçoit nos événements, dans la manière dont on travaille, bah, de faire attention aussi à tous ces volets-là. Donc voilà, on peut passer à la suite. Et maintenant que j'ai expliqué le premier pilier, développement durable, le pilier responsabilité sociétale, bah, quand on colle les deux, ça fait DDRS. Donc j'aime bien cette appellation qui concilie tout le monde. Et donc là, je vais vous expliquer quelle forme ça prend dans l'enseignement supérieur. L'historique, c'est 2009, où la loi dite Grenelle 1, qui imposait plein de trucs à plein de gens, a imposé des choses aussi à l'enseignement supérieur, qui sont des entreprises. On a peut-être du mal quand on est en cours à s'apercevoir de ça, mais une école, c'est aussi une entreprise. Donc c'est tout à fait normal qu'elle soit soumise à ce genre de démarche. Donc l'idée ensuite, c'est qu'ils ont essayé de donner un outil pour appliquer cette loi Grenelle là. Donc l'outil, c'est le label DDRS, c'est-à-dire vraiment une grille qui permet de piloter l'action des établissements d'enseignement supérieur. Il y a plusieurs acteurs à connaître. Donc si vous connaissez la CTES, a priori, vous connaissez pas mal des noms qui sont déjà là. Donc la conférence des grandes écoles, enfin je vous laisse lire, mais c'est les gens qui se réunissent et qui accordent ce label DDRS. Donc j'ai mis deux trois slides après pour montrer à quoi ça ressemble. Voilà, bon, c'est des gros screenshots, mais il y a vraiment tout un outil Excel avec plein de pages qui traitent des différents axes du DDRX. Donc il n'y a vraiment pas que la partie environnement, hein. Il y a l'innovation, la formation, la gouvernance. Et ça s'appuie bien sur l'intégration des objectifs de développement durable. Donc l'idée de la démarche, c'est que l'établissement il peut s'auto-auditer. Chaque établissement est censé avoir un responsable développement durable et responsabilité sociétale. Et souvent, les étudiants ne le savent pas. Donc c'est le premier truc que je leur dis, c'est si vous voulez savoir ce qui se fait dans l'établissement, rapprochez-vous de cette personne qui pourra vous dire un peu comment vous pouvez vous engager. Et ces personnes-là, elles sont censées piloter ce genre d'action pour s'auto-évaluer. Et une fois qu'elles sont prêtes, elles demandent à être auditées par les gens dont j'ai parlé juste avant. Donc voilà comment ça fonctionne. Faut que je mette à jour les chiffres, mais grosso modo, c'est un peu les structures qui auditent. Voilà, on peut passer.
Donc ça, c'est la première partie, le cadre qui fait référence, le cadre qui s'appuie sur un contexte légal, c'est le label DDRS. À partir de là, en parallèle ou en complément, il y a plein d'autres outils qui existent pour les étudiants. Donc, bon, je pense que vous connaissez le RSS aussi. J'en ai parlé ce matin. Ils font un super événement, le OSS, le mois prochain. N'hésitez pas à aller voir. Ben, eux, leur but, c'est vraiment d'aider les étudiants enfin, réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, anciennement REFED. Ben, ils ont plein de formations justement pour avancer dans la RSO, avancer dans la vie des campus. C'est pour ça que je les présente ici. C'est que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à me former personnellement. Je sais qu'on m'a posé la question aussi tout à l'heure. La première source que je suis allé consulter pour commencer à me former, c'était l'EURSS, parce qu'ils ont plein de fiches avec plein de sources et j'ai remonté comme ça. C'est assez complet. Et ils peuvent venir vous former, tout comme le BNEI, sur plein d'enjeux. Donc c'est aussi bon à savoir. On peut passer à la suite. Je vais passer du coup la parole à mes chers camarades de la CTES qui vont pouvoir présenter eux-mêmes leur initiative. Pour Réveil écologique, certains les ont vus passer tout à l'heure, ils sont très connus depuis le manifeste. Beaucoup de signatures, je pense que pareil, je dois mettre à jour le chiffre, mais ils font plein de choses. Ils sont déjà un peu présentés tout à l'heure, donc je ne vais pas réexpliquer, mais vous pouvez aller voir, ils font plein de trucs géniaux, surtout à un niveau décisionnel aussi plus haut que ce que la plupart des étudiants peuvent avoir accès, avec les députés, avec plein de choses. Et je te passe la parole pour la CTES. Merci Cyril. Du coup, je vais faire un petit historique de la CTES. Cyril vous a parlé de la COP 3 étudiante qui a eu lieu en 2023. Et 2 ans avant, il y a eu la COP 2 étudiante. Donc avant ça, ça devait avoir lieu dans la période Covid, donc ça a été reporté. Et durant cette période Covid, il y a des groupes de travail qui ont été créés dans plus de 60, il y a plus de 77 groupes de travail qui ont été créés un peu partout en France dans des établissements pour travailler sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer la transition socio-écologique dans l'enseignement supérieur. Ensuite, ces groupes de travail, après la réalisation de certains livrets, a eu lieu la COP 2 étudiante. Et suite à cet événement est ressorti l'accord de Grenoble, donc comme l'accord de Paris que vous connaissez sûrement. Donc c'est un accord euh, euh, qui donne 11 objectifs pour les établissements d'enseignement supérieur. Notamment, en fait, les établissements peuvent signer l'accord s'ils le veulent. Dans ce cas-là, ils s'engagent à former 100% des étudiants de leur établissement. Ils s'engagent à proposer une formation de transition socio-écologique à tous les personnels et à tous les enseignants-chercheurs. Ils s'engagent également à créer un groupe de travail tripartite, donc qui comprend des étudiants, des enseignants, du personnel, afin d'avoir des discussions avec différents points de vue pour pouvoir débattre. Donc ça aboutit sur la mise en place d'ateliers, de transformation des formations. C'est aussi le but de la CTES, c'est de transformer la formation dans l'enseignement supérieur. Il s'engage aussi à réaliser un bilan carbone. Ça, c'est quelques mesures parmi les 11 que les établissements s'engagent à prendre. Et donc nous, notre rôle à la CTES, c'est de les accompagner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner des outils, on va faire des réunions avec les établissements pour les aider à mettre en place des initiatives. Ce qui a été créé par les 77 groupes de travail, ce qui est ressorti aussi pour l'accord, c'est un livre blanc qui fait à peu près 300 pages et qui permet de donner des pistes pour mettre en place ces mesures. Donc, par exemple, quand on dit former 100% des étudiants, bah, comment est-ce qu'on le fait? On crée une formation, un tronc commun pour tout le monde. Ça passe par des fresques du climat. Donc voilà, il y a un listing pour les aider à mettre en place ces mesures. Les établissements également, ils nous font des retours sur les points de blocage. Et donc nous, avec ces retours d'expérience, on peut les aider. Notre but, c'est aussi de transmettre aux autres établissements ce qui a marché, certains établissements, ce qui n'a pas fonctionné, pour ne pas qu'ils essayent de mettre en place des mesures qui ne fonctionnent pas. Dans les points de blocage récurrents, on a le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'implication, d'engagement étudiant. Ce qui est ressorti dans le dernier questionnaire qu'on a fait remplir aux établissements l'année dernière, c'est que moins d'1% des étudiants des établissements qui ont répondu sont engagés dans le processus de changement des formations.
ça représente un peu l'engagement étudiant. Donc, vous, ici, je suppose que vous êtes quasiment tous engagés, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est un problème quand on veut faire bouger les choses. Voilà, donc nous, on est un nouveau bureau. Ça fait seulement 2 mois qu'on a repris la CTS. Actuellement, pour faire un petit état des lieux, les chiffres sont plus à jour. On est à 104 établissements signataires. Donc il y a des établissements tous les jours qui nous envoient des mails pour signer l'accord de Grenoble parce qu'ils sont dans la recherche d'un accompagnement. Et au niveau école d'ingénieurs, on est à 61 écoles d'ingénieurs sur 104. Donc ça montre l'implication des écoles d'ingénieurs dans la volonté de transformer les formations. Et du coup, ça, c'est des questions qui sont revenues ce matin sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'étudiant pour transformer les formations. Bah, du coup, ça, c'est un truc que vous pouvez faire si vous pouvez regarder si votre établissement il est signataire ou pas de l'accord de Grenoble. S'il n'est pas, vous pouvez, sur notre site, il y a un formulaire pour l'engager dans l'accord. Vous pouvez le faire vous-même, ça renverra vers nous ou demander à un responsable des DRS. Et nous, après, on se chargera de faire un suivi si vous avez envie. Donc voilà, je pense que vous avez eu un bon éventail de tout ce que fait la CTES. Donc voilà, il faut que je mette mes slides à jour. Mais on peut passer à la prochaine. Ah, il y a peut-être déjà des... Bon, je finis de dérouler et puis après on pourra... donc après, j'ai recensé 2-3 autres initiatives qui ont un peu fait beaucoup de... Enfin, comment on va dire, qui ont été assez fondatrices dans les démarches pour appuyer l'enseignement supérieur. Donc, bon, je ne demande pas qui connaît Jean-Marc Jancovici, du coup. Mais donc, il a son Carbone 4 plutôt pour les entreprises et il est président du Shift Project qui travaille vraiment sur comment transformer la société et sont intéressés à l'enseignement supérieur. Ils ont bossé avec l'INSA pour sortir la partie sur les ingénieurs du 21e siècle avec plein de ressources. Je vous invite vraiment à aller voir. C'est très détaillé avec une vision holistique vraiment complète, 360 degrés de ce qu'on devra attendre de l'ingénieur du 21e siècle. Donc c'est une grosse ressource, c'est un rapport qui est souvent cité aussi, qui sert de base. L'autre rapport que j'appelle la Bible, c'est le rapport Jouzel et Abadi. Donc Jean Jouzel, c'est un peu grâce à lui qu'on a eu le GIEC, parce que c'est suite à ces publications que les gens se sont dit « Oh là là, c'est chaud, il faut qu'on essaie d'étudier la question ». Et donc le gouvernement l'a mandaté pour étudier justement qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'enseignement supérieur. Ce rapport, vraiment, il y a tout détaillé dedans, un bon état des lieux, des pistes de solutions. Et c'est ça que j'ai lu quand j'ai voulu formaliser la COP3 étudiante. Et Luc Abadi, c'était un peu l'expert pédagogie. C'est un professeur de l'enseignement supérieur qui est écologue et que j'ai eu la chance de rencontrer. On a beaucoup échangé. Et il m'a expliqué vraiment comment ils avaient construit le rapport. Et c'est vraiment génial. On peut passer à la suite. Je pense que... Voilà, donc en fait, là, il y a plein d'autres initiatives qui existent. On voulait juste vous faire un état des lieux de pas mal de choses. Je vais repasser la parole à la CTES pour vous résumer en gros l'aventure, la petite fresque, pour permettre de voir qu'on avance aussi. C'est important de voir tout le chemin qui a été parcouru en 4-5 ans. Mais évidemment, sur chacun des aspects, vous pouvez vraiment vous renseigner. Il y a plein de choses à découvrir. Merci beaucoup Cyril. Ouais, du coup, quand on regarde un peu tout ce qui a été fait, on se rend compte qu'il y a un chemin assez énorme qui a déjà été accompli par les étudiants, mais aussi le ministère, aussi les différents établissements. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a eu un foisonnement d'initiatives, de points qui ont été pris, de rapports qui ont été faits, de groupes de travail, de tout genre de choses qui ont été réalisées. Et ça depuis, alors la prise commence en 2018, ça a commencé plus tôt que ça, 2009 justement avec la loi Grenelle. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se fait, c'est qu'on voit que ça bouge vraiment à toutes les échelles. Donc la CTES, nous on a des retours d'établissements, donc du point de vue assez local, des initiatives qui sont prises. Mais il y a aussi du point de vue des grands événements qui ont été réalisés, des événements donc étudiants, les COP notamment, des événements qui ont été réalisés par le ministère. On peut penser au groupe de travail avant de sortir le rapport Jouzel un peu plus tôt. Des événements, des publications réalisées par le Shift, par des associations. En fait, il y a vraiment ce foisonnement et cette quantité de connaissances et de projections qui existent pour l'enseignement supérieur et auxquelles on n'a pas forcément accès. Et justement, alors ça fait partie, enfin, on n'a pas accès. On ne connaît pas, c'est plus la chose. Généralement, tout est accessible, c'est juste qu'on ne sait pas où aller le chercher. Et
justement, quand on regarde aujourd'hui ce qui se fait, c'est dommage de ne pas avoir accès à toute cette quantité d'informations. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, alors l'aventure s'est continuée après la COP3 étudiante. Il y a eu les socles communs de l'UVED, qui sont un bon résumé de tout ce qui peut se faire. Et aujourd'hui, si vous pouvez inciter vos établissements à aller regarder ce que propose de faire l'UVED, faites-le. Parce que c'est vraiment très complet, c'est du travail pour à peu près toutes les filières. Ils ont une quantité de données qui est assez importante, à tel point que, alors qu'ils n'étaient pas partis comme étant mandatés par l'État, aujourd'hui le ministère en a fait leur fer de lance. Il leur demande directement de réaliser des travaux pour eux, pour accompagner les établissements. Et donc justement, avoir cette vision que les choses bougent, et alors ça prend son temps, c'est un peu lent, parfois c'est un peu... Voilà. Mais ça avance quand même, ça s'accélère. Et c'est justement en y contribuant le plus qu'on aide à accélérer les choses. Et c'est ce qu'on voit, ça, quand on regarde la frise, il y a eu un boom étudiant après Greta Thunberg. C'était c'était une étudiante comme nous. Elle est partie de rien. Et aujourd'hui, tout son héritage, en quelque sorte, est assez colossal. Donc le message que j'aimerais passer, moi personnellement, c'est engagez-vous un maximum dans ce genre d'aventure. Ça ne coûte rien et c'est une belle initiative pour tout le monde. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Pour conclure ça, je suis très content. C'est la première fois que je les rencontre en vrai. L'aventure COP3 étudiante, on a vraiment essayé de s'inspirer de tout cet héritage, de voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter en plus. Et le constat, c'est que je pense, ouais, voilà, c'est que je m'étais beaucoup renseigné pour voir ce qui bloquait, parce que la connaissance, elle était là. À l'époque où j'avais commencé mes recherches, il y a 2 ans, il n'y avait qu'un Français sur 10 à peu près qui savait de quoi on parlait en mentionnant les objectifs de développement durable, contre 9 Danois par exemple, 9 Danois sur 10. Et l'accord de Grenoble, à Angers, on avait 3 établissements, dont le mien qui était signataire. Aucun étudiant n'était au courant, même pas les responsables développement durable étudiants. Donc en fait, c'est de ça que je suis parti, entre autres choses, avec l'équipe quand on a proposé la COP3 étudiante. C'est de se dire, on ne va pas réinventer la roue, on va créer une dynamique de COP étudiante qui, chaque année, va pouvoir organiser un événement fédérateur pour faire le suivi de l'accord de Grenoble. Et donc, quand le BNEI nous a demandé de voir comment on pouvait construire cet événement, et qu'ils ont l'intention de le faire tous les 2 ans, ils voulaient réfléchir à des indicateurs à suivre et à se mettre en place là et à suivre. Je fais, en fait, il y a déjà tout cet héritage. Pourquoi ne pas s'inscrire dans cette dynamique? Donc c'est un peu ça, le travail COP3, c'était vraiment pour respecter tout l'héritage de la CTES qui était énorme. Commencer d'abord pour la COP1, qui était un événement sur un week-end, plutôt un parcours d'accompagnement des étudiants pour qu'ils trouvent leur voie. COP2, ils ont poussé le délire encore plus loin. Et nous, COP3, on a voulu ressusciter tout ça, créer un événement avec le territoire, décloisonner la réflexion, parce que les réflexions CTES sont très campus par campus. Nous, on essaie de connecter les étudiants d'un même territoire entre eux et avec les acteurs du territoire. Et cette approche, elle a vachement marché. Le ministère de la Transition écologique, qui s'est renommé en Transition écologique et cohésion des territoires. Donc c'est une approche qui parle beaucoup. Et donc on va travailler là maintenant à formaliser un mouvement COP étudiante qui va pouvoir chaque année accompagner le lancement d'une nouvelle COP dans un nouveau territoire. Donc si vous voulez vous lancer dans l'aventure COP étudiante, restez au taquet, suivez-nous sur les réseaux et commencez à réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez ajouter à tout ça pour rendre ça fun. C'est un peu notre mot d'ordre, c'est rendre les trucs fun et créer du lien comme ici. Donc je suis vraiment très content d'être là. Il y avait des questions tout à l'heure, nous on en a fini pour cette partie. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs ou au moins révisé. Et merci pour l'écoute. Est-ce qu'il marche? Ouais, c'est bon. J'ai bisoute un peu. Alors, les questions. Soyez pas timide, j'arrive. Je me demandais par rapport à l'accord de Grenoble, est-ce qu'il est contraignant ou pas pour les établissements signataires? En quelle mesure s'être engagé après, justement, est un engagement long terme ou pas?
Bah, un établissement, il va signer, ça ne veut pas dire qu'il va respecter toutes les mesures qui sont dedans. C'est des mesures qui sont assez longues à mettre en place. Il y a de l'administratif, il y a des groupes à créer, des discussions à faire, ça prend du temps. Nous, on est là pour les aider à mettre en place des actions. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Mais après, on n'a pas de sanctions. S'ils n'arrivent pas à faire une des mesures, on ne va pas les radier. Pour compléter l'approche, en fait, il faut beaucoup jouer sur l'image. Quand tu veux faire du plaidoyer, ce que les gens détestent, c'est avoir une mauvaise image, une mauvaise réputation. Donc le travail qu'ont fait leurs prédécesseurs, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on pouvait inscrire l'accord de Grenoble dans les classements type Change Now, EcoStart, l'étudiant, pour dire, OK, on va valoriser, on va mettre en avant les établissements qui signent. Et moi, une des manières que j'ai d'interpréter l'accord de Grenoble, c'est en fait permettre aux étudiants de s'engager pleinement dans le DDRS, qui là est une obligation légale. Donc dire qu'on a atteint ces objectifs DDRS avec les étudiants, c'est beaucoup mieux. Ça fait une meilleure pub, une meilleure communication que dire qu'on a rempli les cases, etc. Donc j'axerais plus sur ça si c'est ta question de fond derrière, c'est joue à fond sur l'image en fait. Et ça marche très souvent. Permettre un parallèle un peu barbare pour ceux qui connaîtraient la démarche, c'est pas une option. C'est un peu la même chose. On signe une charte, il y a un guide, que c'est contraignant. J'espère que oui, mais dans la morale des gens, quoi. Il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez été endormi? Ah non, j'ai vu. Non? Ah non. Et bah c'est pas grave, on va passer au temps prochain. Merci beaucoup. Let's go.